Là, maintenant, mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça va toujours? Vous êtes avec moi? OK, ça va? Alors, mesdames et messieurs, là, il faut que je m'applique. Je vous demande d'applaudir très fort monsieur Christian Clavier, s'il vous plaît. Attendez. Alors, je vais vous dire les grandes choses qu'il a faites, mais je vais juste vous résumer en une seconde. Comme mon papa était à l'hôpital pendant 1 mois, il a eu un quintuple pontage, etc. Il ne me demandait pas plus de médicaments, plus de morphine. Il me montrait le iPad, il me disait « Mets-moi un film de Christian Clavier ». Je pense que ça peut résumer l'apport que M. Clavier fait aux Français et bien au-delà. En Russie, M. Clavier est admiré. Dans le monde entier, on aime M. Clavier, on a besoin de M. Clavier. M. Clavier est vraiment dans la descente, dans la lignée directe de l'autre grand patron des comiques français, M. Louis de Funès. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? Et c'est l'acteur préféré des Français. Alors, quelques mots, puisque on pourrait faire vraiment un festival juste autour de M. Clavier, tellement on l'aime, tellement on l'adore. Alors, avec M. Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc et Marianne Chazelle, ils fondent la troupe théâtrale du Splendide. En 1976, un premier succès arrive avec la pièce Amour, coquillage et crustacés. 2 ans plus tard, elle est adaptée au cinéma sous le titre Les Bronzés, avec Patrice Lecomte à la réalisation. Le film sort en 1978 et se hisse au sommet du box-office avec 2,5 millions de spectateurs. La troupe récidive avec un 2e volet, Les Bronzés font du ski, en 1979. Sur les planches, le Splendide cumule les succès avec les pièces Le Père Noël est une ordure, Papy fait de la résistance. En 1981, Christian Clavier tourne sous la direction de François Leterrier la comédie Les Babacools. L'acteur va faire du registre comique son domaine de prédilection. Sa collaboration avec le réalisateur Jean-Marie Poiré, qui a adapté au cinéma Le Père Noël est une ordure, est fructueuse. Le tandem se retrouve à la fin des années 80 pour Mes meilleurs copains et l'opération Corned Beef. En 1993, la consécration pour le duo arrive avec Les Visiteurs, qui totalise plus de 13 millions d'entrées. Ce qu'il faut bien comprendre quand vous entendez 13 millions d'entrées, 2 millions d'entrées, des choses comme ça, c'est que le fait qu'il y ait aujourd'hui le nom Clavier, le nom Christian Clavier sur une affiche de cinéma, ça fait vivre des dizaines et des dizaines d'acteurs. Ça fait vivre des dizaines et des dizaines de techniciens, d'exploitants comme ce cinéma. Tout ça grâce à l'acceptance, je ne sais plus comment on dit, d'un homme du niveau de M. Clavier. En 1998, il reprend le rôle dans Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2, dans lequel il me semble qu'on voit un personnage Bonaparte vers la fin. Durant la décennie 2000, il enchaîne les succès Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, avec plus de 14 millions d'entrées. Les Bronzés 3, Amis pour la vie, avec plus de 10 millions d'entrées. Il multiplie les collaborations, Alain Berberian, L'Enquête Corse, Vincent Debrue, L'Antidote et Alexandra Leclerc, Le Prix à payer. Parallèlement, il incarne pour la télévision le rôle de Thénardier, Les Misérables de José Dayan. Et en 2002, il nous fait le plus grand cadeau qui soit. Il incarne avec brio le rôle de Napoléon dans le téléfilm en 4 épisodes d'Yves Simoneau. Au théâtre, il triomphe dans La Cage aux folles avec son partenaire Didier Bourdon. En 2011, il passe derrière la caméra et réalise son premier film On ne choisit pas sa famille, dans lequel il donne la réplique à Muriel Robin. En 2014, il est à l'affiche de la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est un nouveau succès au box-office, plus de 11 millions d'entrées. En 2016, il retrouve Jean-Marie Poiré pour tourner Les Visiteurs à la Révolution. En 2017, il revient à l'affiche de plusieurs films, Un sac de billes, À bras ouverts, Momo, Ibiza, Kaamelott, etc. Il a aussi joué les classiques de Molière à l'écran. Il est l'acteur populaire de référence. Et j'ai dit récemment dans la presse que parmi tous les acteurs qui ont joué le personnage complexe de Napoléon, aucun n'a d'égal du jeu de M. Clavier. Il est, hormis d'être l'un des acteurs préférés des Français, celui qui a porté le personnage de Napoléon dans une réalité historique jamais atteinte auparavant. Je suis extrêmement ému de sa présence, puisque ce qu'a fait Napoléon, ce qu'a dit M. Clavier, c'est qu'il a joué Napoléon et il a joué Bonaparte. Il n'y a jamais eu un seul film
qui montrait Napoléon depuis Brienne jusqu'à sa mort à Sainte-Hélène. Également, ils ont été tournés en français et en anglais, donc je ne dis pas la performance. L'année prochaine, je tiens à vous dire, la saison prochaine, nous montrerons dans ce cinéma les 4 épisodes en entier de cette série. Merci, monsieur, merci beaucoup. Alors, avant de vous inviter, mon cher monsieur Clavier, nous avons une petite surprise pour vous. Je vous en prie, restez là. Et vas-y, mon cher ami. Ce qui fait la différence entre un acteur ordinaire et un acteur extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, et ça c'est ce que je souhaite pour le réalisateur, c'est Yves Simoneau, le réalisateur de Napoléon. Savoir plus sur le personnage que le réalisateur. À un moment donné, il prend le dessus. Et le rôle du réalisateur à ce moment-là, c'est d'être un observateur, d'être certain que tout ce qui est fait est en concordance avec la ligne dramatique qu'on a dessinée, avec la dynamique de la scène, etc., mais de laisser l'acteur habiter le personnage. Je sais ce qui s'est passé avec Christian. Il habitait tellement le personnage, il buvait le même vin que Napoléon prenait. Il avait une connexion avec le personnage qui était absolue. Donc, dans un cas comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on reste un peu en recul et on observe et on guide quand c'est nécessaire. Et plus souvent qu'autrement, c'est pas nécessaire. Ce qu'il faut faire, c'est l'aider au niveau de la géographie, par exemple, de la scène. Ça, c'est important de dire qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller. Une fois que ça s'est intégré, la courbe dramatique, elle a été identifiée dans la préparation. On sait où est le personnage dans sa courbe, parce que comme les scènes sont tournées dans le désordre, il faut être capable de toujours bien se situer par rapport à la courbe dramatique, le point sur lequel on s'est arrêté dans la courbe. Ça, c'est le travail du réalisateur pour aider l'acteur à bien se situer sans avoir à perdre la connexion qu'il a avec le personnage. Et c'est ce qui s'est passé avec Christian. Il habitait le personnage à un point tel qu'il est devenu Napoléon à un moment donné. Ça, c'était quand même, il mettait le costume. Et il arrivait sur le plateau, il était Napoléon. Il n'y avait pas de doute dans la tête des gens, tout ce qu'il fallait au niveau de l'environnement aussi. On était dans des corps fabuleux. Je veux dire, on a tourné à Versailles, on a tourné dans l'édifice de la Légion d'honneur. Ça a été extraordinaire au niveau de l'environnement. Donc, un acteur qui a les costumes, qui a l'environnement et qui a fait le travail de départ, tout à coup, avec le talent qu'il a, habite le personnage. Et le travail du réalisateur, c'est d'être à la bonne place au bon moment, de bien capter la performance. C'est ce que j'ai essayé de faire tout le long avec lui, avec les autres aussi, mais principalement avec le personnage de Napoléon, puisque c'était lui qui portait la série de la série. Je pense qu'il est dans tous les plans, si je ne me trompe pas. En tout cas, il est presque dans tous les plans. Donc, imaginez la responsabilité de l'acteur. Ce qui est extraordinaire dans la prestation de Christian, c'est qu'il a d'abord réussi à faire oublier les autres personnages comiques qu'il avait interprétés avant, qui étaient très très forts dans la tête des gens. Donc il a réussi à effacer cette historique de ces interprétations et il a réussi à incarner un Napoléon qui était un Napoléon définitif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a joué Napoléon c'était Christian. On ne disait pas c'était un autre acteur qui a joué dans tel autre film. C'était Christian. Je sais qu'il y a eu des hésitations par rapport au choix de Christian pour interpréter Napoléon à cause de son répertoire qui précédait celui de l'interprétation de Napoléon. Mais une fois que les gens ont vu son interprétation, c'était complètement évacué ce doute parce qu'il a transcendé ça et il a incarné un personnage assez fort pour qu'il devienne l'image qu'on a de Napoléon. Une fois qu'on a vu la série, Napoléon, c'est lui. Aussi simple que ça. Donc, dans ce sens-là, c'est la marque d'un très grand acteur, mais c'est aussi la marque d'un grand acteur qui est passionné par son sujet, mais d'une manière exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il voulait absolument traduire ce personnage-là d'une manière parfaite, et il a fait tous les efforts qu'il fallait pour ça. C'était pas un travail pour lui. C'était vraiment une vocation. C'est comme s'il avait été, il était né pour jouer ce personnage. Et il y avait toutes sortes d'images qui lui revenaient, dont il me parlait. Il me disait, quand j'étais jeune, mon père m'avait amené aux Invalides pour visiter le mausolée, tout
ça. Et puis, c'est une histoire qu'il a avec lui depuis longtemps, c'est pas nouveau. Donc, je pense que, encore une fois, comme Napoléon, sa vision rencontre ses moyens, dans ce cas-ci, c'est un acteur qui rencontre son personnage, si je peux dire. Il y a un parallèle à quelque part. Mon cher Yves, Christian vous regarde maintenant. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Écoute, Christian, il faut qu'on aille encore une fois manger dans cette petite salle fermée, et cette fois, on parlera en français, pour pouvoir profiter un peu de tous ces beaux souvenirs qu'on a partagés ensemble. Je te remercie de la performance que tu as fait, Christian, c'est inoubliable. Bonne suite. Voilà, donc c'était Yves Simoneau. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Christian Clavier. Merci infiniment. Je vous en prie. Je vous tiens, oui. Ça va me gonfler. Mais c'est très émouvant ce qu'il dit, parce que c'est un travail qui a été très passionnant avec lui, parce qu'il est complètement américain, hein, comme façon de travailler. Alors, comment dire, il n'y a pas d'affect avec lui. Là, il y en a beaucoup, donc je suis très ému de ce qu'il dit. Mais on a travaillé 6 mois ensemble, et il est venu au bout de 3 mois dans ma loge dans des très très grosses journées, et il m'a simplement fait ça. Je crois qu'on fait un bon boulot. Et c'est tout. Et donc c'est très intéressant. C'est un cadreur fou, c'est un cadreur exceptionnel. Donc sa méthode de travail, c'était que le plan soit parfait, et après il découpait à l'intérieur, et puis il m'avait demandé de parler en anglais aussi vite qu'en français. C'était passionnant. Mais pour arriver à interpréter ce personnage-là, en fait, c'est assez étrange. Bon, je dois beaucoup remercier Thierry Lenz qui est là, parce qu'il m'a énormément aidé. Il m'a beaucoup parlé. C'est impossible à interpréter, hein. Il y a beaucoup trop de compliments dans ce qu'il dit, mais c'est très émouvant. Mais on ne touche pas ce personnage-là, hein. Et un jour, Thierry il est passé sur le tournage, et je crois que c'était à la Légion d'honneur. On tournait avec Isabella Rossellini, et il me dit... oui, on discutait comme ça. Il me dit, je crois que vous êtes beaucoup plus sympathique que Napoléon. Et c'est une indication absolument remarquable, parce que, évidemment, l'homme était... c'est Gallo qui m'avait dit ça. Je ne suis pas un napoléonien a priori, mais ce qui avait de très intéressant dans les 4 livres qu'avaient achetés Depardieu et Guérin, parce que tout part de Depardieu. Ça, je vais vous en parler un peu, je dois évidemment lui rendre hommage, et Yves aussi, puisqu'on l'a choisi ensemble, Yves avec Gérard. C'est que Gallo, qui n'était peut-être pas l'historien qui est Jean Tullard ou même Thierry, mais il avait fait 4 livres dans lesquels on disait « je » pour Napoléon. Donc ça devenait d'un coup intéressant pour nous à faire. Et en fait, quand je tourne Les Misérables à Fontainebleau, donc pas loin de chez vous, donc vous vous rappelez tous certainement, enfin je l'espère, parce que sinon la France est foutue, ce qui est le début des Misérables. Hein, il y a 28 pages sur la bataille de Waterloo, que vous allez voir après. Et de Thénardier, qui est un détrousseur de cadavres, se fait passer pour un ancien grognard de l'empereur. Et donc je suis habillé en ancien grognard de l'empereur, en train de dévaliser une maison. Et Gérard, qui ne tournait pas ce jour-là, vient me voir tourner. Et donc il est assis dans un siège qui le tient à peu près, et il me dit, au milieu de 2 prises, il me dit « Tu veux jouer Napo ?» Je lui dis « Pardon ?» Il dit « Est-ce que tu veux jouer Napo ?» Alors je réfléchis 30 secondes, parce que c'est absurde comme proposition, vous comprenez? C'est totalement absurde. Donc comme c'est absurde, je dis oui, d'accord. Il me dit parfait. À ce moment-là, il prend son téléphone et il appelle Guérin, le producteur, il dit je crois qu'on l'a. Et par une aventure absolument stupéfiante, où là, ce qui est très très intéressant, et c'est là où on voit l'ampleur du personnage, c'est que on se met au MIP télé dans une suite qu'on avait réservé, et défilent tous les financiers de toutes les télés du monde entier qui veulent acheter la série. Il n'y a aucun scénario. Il n'y a pas de casting. Gérard connaît à peu près l'histoire, mais relativement. Et moi, je suis là à côté où je m'intéresse beaucoup à l'histoire, parce que c'est vrai, mon père m'a emmené, ce que dit Yves est parfaitement vrai. Et donc, à chaque fois que quelqu'un rentre, Gérard fait « c'est lui, vas-y, raconte ». Et
Et donc moi, je pars et je raconte l'histoire que j'ai lue chez Gallo en parlant de jeux et tout. Lui dit, il y aura Sophia Loren, on a eu une distribution magnifique, mais pas tous les gens qu'il citait. Et le moment le plus extraordinaire, c'est quand on est en Italie, et là, on est face à un fan de la RAI communiste, Gusberti, un personnage tout à fait étonnant avec la pipe, tout, connaisseur de Napoléon comme personne. Il veut la série. Et donc, il veut absolument convaincre tout ce qui est le staff au-dessus d'avoir Napoléon. Alors, donc, on discute, il me fait la même chose. Voilà, c'est lui, vas-y, il raconte. Donc, il parlait bien français, donc je raconte. Et on prend 13 milliards de lire à la RAI. C'est quand même quelque chose à l'époque. Et donc, ils nous disent, des Italiens tout à fait sympathiques, très bien, on vous envoie le contrat. Gérard, qui est le plus fort du monde, et vraiment, hein, Gérard fait, non, c'est inutile, on va attendre, là, tranquillement. Alors, je dis, pourquoi on va attendre? On a attendu 4 heures, hein. On a pris le machin, c'était signé, on était allé se bourrer de pâtes à la Piazza del Popolo en pleurant de rire. Donc, si vous voulez, il faut penser que ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette aventure, c'est que c'est une aventure extrêmement joyeuse. Parce que Gérard rêvait de jouer Napoléon, et il avait dit à Kubrick, qui avait écrit ce scénario incroyable, « Je voudrais le faire », et Kubrick lui avait répondu « Tu n'as pas le physique, et d'autres n'ont pas le mental. » Et il n'est pas arrivé à monter le film. Et donc, l'idée de Gérard a toujours été... J'ai envie de monter ça, et à l'époque, il était parfaitement précurseur, puisque c'était pas encore les plateformes, et on a fait le monde entier avec, y compris avec les Américains. Les seuls qui n'ont pas voulu de nous, et pourtant qui étaient athées, c'est les Anglais. Évidemment, le roast beef ne veut pas. Et alors, nous avions un conseiller militaire des Invalides, tout à fait bien, je m'en souviendrai toujours, qui m'avait dit, je lui demandais les plans de bataille et tout, qui m'avait dit, mais de toute façon, Waterloo, il aurait pu gagner Waterloo comme il aurait pu perdre Austerlitz. C'était toujours des coups de dé incroyables. Après Waterloo, c'est un enchaînement de choses qui font qu'il le perd. Et Wellington, mais c'est un Montgomery qui a de la chance. Il est toujours tanké dans un truc, c'est un crétin. Bon, ça m'avait fait très plaisir. Vous comprenez ? Mais ce que je voulais vous dire, je ne veux pas faire trop long, c'est que en 10 jours, on est arrivé à réunir un budget phénoménal pour ça, parce que le monde, sur le nom de Napoléon, c'est-à-dire ce qu'il représente, vous imaginez ce que c'est en 1769 que Ajaccio, c'est un cloaque, pratiquement pareil aujourd'hui, il faut dire, il faut être honnête, mais c'est vraiment rien. Et ce qu'il devient, c'est-à-dire le destin de cet homme, cet homme de la Révolution, c'est-à-dire vraiment, il n'est pas né avec le sang bleu, c'est ça qui intéresse le monde entier. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que c'est pratiquement chez nous où il est le plus discuté, pour des raisons absolument absurdes, consiste à juger l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui. Donc, voilà, mais ça a été très, 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 très joyeux. Hein, ça a été une extraordinaire aventure avec des acteurs et des actrices magnifiques, parce que je suis incroyablement bien entouré, il faut le dire. Et Yves Simoneau vraiment est un metteur. 120 jours pour faire ça, 4 films, en fait 8 films, puisqu'on tournait aussi en anglais. C'était quand même le fils de Maggie Smith, Toby Stephens, Malkovich, enfin, tous les acteurs, toutes les actrices qui ont tourné là-dedans, c'était une aventure de fou. En fait, c'était un truc militaire, quoi. Il fallait conquérir le monde comme ça, et donc on ressentait des choses, voilà. Mais sinon, c'est impossible à jouer, voilà. Je crois qu'en dehors d'avoir fait Bonaparte et Napoléon, donc disons de l'âge de 25 ans à la mort, je pense que c'est... J'avais demandé à Decoing, juste avant de tourner, on était allé dîner au Grand Véfour, donc le restaurant où allait Bonaparte, et je lui avais dit, est-ce que tu peux me donner un... D'abord, la phrase de Mondi exactement, c'est, je vous le dis, c'est, il m'avait dit, je lui ai dit comment je fais, il me dit, c'est rien, tu mets le costume, tu penses à tes impôts et t'as le regard. Bon, mais Pierrot était mon papa, de taille, il m'avait tout appris, mais Decoing, il me dit une chose très intéressante, il me dit, écoute, je ne peux pas te dire grand-chose, je peux simplement te dire, cet homme a accepté d'être trahi, jamais d'être déçu. Ça m'a beaucoup servi. Voilà. Bonne soirée. Attendez, j'ai une petite question, si vous me permettez. Juste une toute petite question, sans abuser de votre gentillesse, cher monsieur Clavier. J'ai une question, beaucoup de gens m'ont demandé de vous la poser, en même temps on l'a. Comment vous êtes préparé en tant qu'acteur pour faire ce rôle, si je peux me permettre, s'il vous plaît? J'ai mis le costume, j'ai pensé à mes impôts, redoutables en France, et j'ai eu le regard.
Non, mais comme pour tous les autres rôles, il faut beaucoup travailler avant. Non, c'est là où Thierry... tous les historiens, c'est pour ça que je suis venu dans cette soirée, c'est-à-dire que c'est rentrer dans l'histoire qui m'a absolument passionné. Donc je me suis colté à l'histoire de ce moment-là, qui est une histoire absolument magnifique et dans lequel la France est au centre. C'est plus ça qui m'a aidé que, je vous dis, le personnage, il est mystérieux. Il est vertigineux et mystérieux. Il vous prend par la main, vous ne savez pas où vous allez. Très, très étrange. Très étrange. Incompréhensible. C'est un mystère. Voilà. Pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant à interpréter. Voilà. C'est shakespearien comme personnage, vous comprenez ? On peut être dans Richard III, il y a quelque chose de cet ordre-là. On se demande si le type est un parricide. Je parle de Richard III, il a assassiné ses 2 neveux, et il vous enferme, et il commence... C'est très particulier, comment vous interprétez ça ? On ne sait pas. Il ne faut pas le savoir, d'ailleurs, sinon vous êtes chiant. Et la même question que je me suis permis de poser à M. Lenz et M. Chantrane, si vous rencontrez Napoléon, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Quelle question vous aurez aimé lui poser ? Alors c'est des trucs, c'est des petits trucs. Moi, de toute façon, ça n'a aucun intérêt comme question, mais c'est de lui dire, est-ce que quand vous êtes tombé de cheval en passant le Niémen, vous n'auriez pas dû rebrousser chemin ? Voilà. Bravo. Merci, M. Clavier. Je vais juste vous remettre ça. Alors attendez. Alors j'ai beaucoup de choses pour vous. J'ai tout d'abord ce très beau buste Napoléon. Voilà, alors, Monsieur Osna pourra le faire si vous voulez expertiser. On l'a pris du Louvre, hein. Dans la nuit, je suis passé par la fenêtre, je l'ai pris pour vous. C'est très beau, monsieur. Et puis, vous avez... Ah bah, il m'en manque une. Bon, je vous les donnerai après, elles sont dans le truc. Ils ont piqué. Oui. Et oui, c'est ce qu'est devenu la France. C'est terrible. Et une dernière question. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, Monsieur Clavier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... pourrait reprendre le rôle de M. Napoléon sur scène au théâtre. Vu que M. Clavier, vous savez, a fait beaucoup de prodiges sur scène. Je suis beaucoup plus âgé que lui aujourd'hui, donc c'est compliqué. Non, vous êtes jeune éternellement, M. Clavier. Non, reprendre. Non, c'était très très bien comme ça, mais non, ça ne se reprend pas, sinon vous devenez timbré. C'est autre chose. Non, moi j'aime bien mettre les costumes, j'incarne beaucoup, donc je deviens le personnage, comme quand je joue Claude Verneuil, je suis le personnage. Mais après, le costume passé, c'est fini. C'est l'habit fait le moine, toujours. C'est ça pour les acteurs, l'habit fait le moine. Qu'est-ce qui me fait des signes ? Non, c'était le micro. Ah oui, le micro, parce que le micro ne marche pas. Mais ils m'ont entendu, ça va. On peut applaudir très fort Monsieur Clavier. Et en fait, alors, attendez. Alors en fait, vu que Monsieur Tullard voulait absolument remettre le prix à Monsieur Clavier, mais comme je vous ai dit, vient d'avoir un grave malaise, on prie bien entendu pour son rétablissement, j'invite Monsieur Chantrane et Monsieur Lenz à vous le donner, comme ça vous l'avez. Donc je sais, c'est très protocolaire, mais on vous aime tellement et on vous admire tellement. Alors, David, Thierry... C'est pour cette raison-là que j'ai fait le personnage, parce que j'avais la taille. Jean-Pierre aussi. La taille. Jean-Pierre vient avec nous. Jean-Pierre va venir avec nous pour la remise. Jean-Pierre va venir avec nous. Oui, Jean-Pierre, venez. Demandez à Jean-Pierre de venir. Ah, mais j'ai pas. Oui. Attends, Jean-Pierre. On va se rapprocher pour les photos. Voilà. Et le prix, vous l'avez ? Voilà. Jean-Pierre, venez ici. Vous avez checké votre prix ? Super, eh bien, bravo. Des applaudissements, s'il vous plaît. Bravo. Excusez-nous de vous déranger. Non, on ne veut pas vous déranger. On parle de Belgique. Ah, alors ça va, vous pouvez continuer. Un pays civilisé, alors vous pouvez continuer. Oui, on va dire l'eau. N'entamons pas. Et je vous mets juste là. D'accord, merci infiniment. Et... Merci infiniment, en tout cas, de m'avoir. C'est un honneur de vous avoir rencontré.